J'appelle tout de suite Hervé Graton, gérant du bureau d'études techniques Kipseli, et Lise Jubin, architecte, agence de Drodlo Architecte. Alors chez Kipseli, vous êtes un bureau d'études énergie fluide environnement, et chez Drodlo Architecte, vous êtes spécialiste des bâtiments très basse consommation. On commence à bien spécialiser là-dedans. Et donc l'école de Douai, Douai-la-Fontaine, vous avez cherché à la fois une haute performance, un confort hygrothermique, visuel, acoustique, qualité de l'air. Et quand on a préparé, Philippe Nunes me disait, mais insiste bien sur cette question qu'on peut atteindre des hauts niveaux de performance tout en poursuivant des objectifs de qualité et qualité de l'air. Donc vous allez nous raconter ça. C'est ça. Euh, on a, on a beaucoup de bâtiments aujourd'hui où on fait des approches énergétiques assez poussées, des bâtiments passifs, des bâtiments assez performants. Pour autant, on essaye aussi d'allier la partie santé, la partie confort, confort hygrothermique, confort olfactif, confort visuel, pour améliorer, ne pas avoir que le focus énergie, qui aujourd'hui prend une grosse part, mais il ne faut pas en oublier le reste. C'est très important pour le confort de nos usagers et leur santé. Donc en 2016, on découvre avec notre équipe de maîtrise d'œuvre le site de l'école de Douai-la-Fontaine, qui est constituée d'une école maternelle et d'une école élémentaire. Et le souhait du maître d'ouvrage, c'est de profiter de ce site scolaire pour regrouper 2 écoles de la commune. Donc par extension, ça signifie conserver les bâtiments existants et profiter de leur volume pour améliorer les conditions éducatives des enfants. Alors le gros enjeu de ce projet-là, c'est évidemment, on conserve les bâtiments existants, on hérite d'une école qui date des années 60, qui n'a profité d'aucune amélioration, hormis des châssis en PVC qui ont été posés là sur des murs sans isolation, donc on n'a presque rien. Donc on a une école qui est une vraie passoire, et on doit intégrer là-dedans une école qui est neuve, donc c'est-à-dire qui a des usages d'aujourd'hui, des performances actuelles, et puis qui correspond aux réglementations, et tout ça en intégrant des coûts de travaux, pareil, comme toujours, un petit peu serrés. On reste à un coût à 1 200 € du mètre carré. Gros enjeu. En 2016, donc, on n'avait pas forcément non plus d'objectif bas carbone. On avait un objectif d'être réglementaire sur la partie existante. On avait des missions de STD, de FLJ, de simulation dynamique et de facteur lumière de jour, mais ça s'arrêtait là. On n'avait pas plus d'objectifs et il n'y avait rien de chiffré en termes d'objectifs. Donc on avait tout le loisir de regarder tous les sujets. Et donc, je peux prendre la manette ? Ouais, vas-y. Où est-ce qu'on pointe ? C'est ça ? Et où est-ce qu'on change ? Là, ouais. Et on reviendra. Donc, très très vite, avec le budget qu'on avait, qui était alloué au projet, on a discuté avec Kipseli pour dédier le budget au maximum aux usages, donc c'est-à-dire à tout ce qui concerne la scolarité, et essayer d'évacuer les questions de circulation qui vont nous coûter cher et qu'on n'a pas forcément envie de traiter aussi. Enfin, c'est dommage de mettre cet argent-là dans des performances qui sont finalement annexes à l'usage. Donc je vais vous présenter rapidement le plan. Donc le site scolaire, c'est en 2016, c'est 3 corps de bâtiments, 2 bâtiments qui sont dédiés à l'élémentaire et un bâtiment qui est en contrebas, qui est lié à la maternelle, avec une entrée élémentaire ici, une cour qui n'est qu'ici pour les élémentaires, et la maternelle qui a son entrée ici, avec sa cour ici. Donc ce qu'on voit très vite dans le plan, c'est que déjà on est plutôt bien orienté, on a des orientations sud-nord pour les classes, mais on a surtout des circulations à l'arrière de chaque bâtiment qui ne sont plus du tout, qui ne nous permettent pas d'obtenir des classes
surface satisfaisante. Donc ce qu'on a... Et avec des surfaces qui étaient énormes, des surfaces oui. de circulation qui étaient énormes. Donc très rapidement, on a extrait les circulations à l'arrière des bâtiments ou à l'avant en fonction des circulations. Et le souhait du maître d'ouvrage, c'était de ramener les entrées au même endroit, la maternelle et l'élémentaire. Donc on a fait un switch de la maternelle qui est revenue se positionner en haut du site et les deux élémentaires qui se déclinent en haut et en contrebas du site. Et donc par le biais de coursives qui se transforment ensuite en préau, l'école devient un lieu qui est complètement relié d'un bout à l'autre, soit par l'intérieur. Ici, on a construit une administration en plus. C'est la seule extension du projet. Et après, on redescend toujours de manière couverte dans l'élémentaire 2. Ce qui a permis aussi de générer une grande cour pour les élémentaires et une nouvelle cour pour les maternelles. En coupe... Ah bah mince, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Donc là, on voit bien l'existant avant. Donc ça, c'est une photo qui est prise ici, qui regarde vers là-bas. Et puis les nouvelles coursives, qui sont des circulations et qui sont aussi des surfaces de préau complémentaires qui n'étaient pas prévues au programme, puisque la surface préau demandée est ici. Mais tout ça, ça sert à l'usage aux enfants, puisque la cour, elle est... voilà. Donc en coupe, ce qui est très intéressant à voir, c'est donc qu'on a des bâtiments où, là, structurellement, en termes de volumétrie, ils sont très intéressants. On a des beaux volumes, mais on a une toiture qui est en ardoise avec un isolant mince de 1 cm et un lambris en dessous. Donc les enfants, ça fait 50 ans qu'ils sont dans un espace comme ça. Mais on voit bien qu'on va pouvoir profiter du volume. C'est ce qui a été un vrai atout dans ce projet, ce qui n'est pas forcément... Chaque cas est singulier, chaque projet est particulier. Là, on a eu de la chance d'avoir des volumes présents sur le site. Et donc, ça nous a permis à nous Alors, on a dû ramener une structure porteuse complémentaire parce que structurellement, la charpente ne pouvait pas supporter l'isolant qu'on allait rapporter, les plafonds qu'on allait apporter, les appareils de ventilation qu'on allait rapporter. Donc nous, on a joué de ça pour recréer un plénum, isoler les classes convenablement, passer les matériels fluides et améliorer l'acoustique des classes. Je te laisse la parole. Là, on voit le projet futur. Donc, toutes ces circulations nous ont permis aussi d'améliorer les protections solaires, tout en conservant un facteur lumière de jour intéressant. On a travaillé donc ensemble sur ce jeu de protection sud, notamment. Et on a travaillé aussi les intérieurs pour améliorer les qualités de facteur lumière du jour. Ça, c'était avant, donc avec un beau lambris en toiture qui nous captait beaucoup d'ensoleillement. Des protections solaires qui étaient descendues assez couramment, parce que plein sud, même en mi-saison, c'était très très chaud à l'intérieur, vu qu'il n'y avait pas d'isolation non plus en toiture, donc on avait un apport énergétique qui était très très fort. Et on en a fait ces salles de classe, donc avec des protections fixes. On a rééclairci toutes les parois pour redonner un peu de lumière à l'intérieur. Ça, c'était les façades d'avant et les façades après. Donc, qui donnent aussi une vue aux enfants. Si on met des maternelles dans des salles de classe comme on a à gauche, forcément, les enfants n'ont pas la vue sur l'extérieur. Là, on y retrouvait aussi de la vue. Donc, on a travaillé plusieurs sujets. On a ramené des puits de lumière aussi. Ça, ce sont les études FLJ qui nous ont amenés sur ces solutions pour ramener un peu de lumière dans le fond de salle, qui était qui était assez profonde. On a renforcé bien évidemment l'isolation thermique, le renfort acoustique,
de l'éclairage artificiel. La colorimétrie des parois est quand même un enjeu assez important. Aujourd'hui, le retour d'expérience fait que on voit aussi que ce sont des maternelles, donc il y a beaucoup de dessins. Donc on retrouve avec beaucoup de dessins sur les murs qui perturbent un petit peu le facteur lumière de jour. Mais bon. Et sur les vitrages. Et il y en a aussi beaucoup sur les vitrages. Mais bon, c'est la vie du bâtiment. Donc on voit aussi qu'on a intégré les panneaux rayonnants à l'intérieur des systèmes de plafond. Donc le plafond est vraiment une paroi qui est très utilisée. Voilà, je reviens en arrière. Ce qu'on voulait montrer dans ce petit tableau comparatif, c'est que le nombre d'élèves a augmenté considérablement. La surface n'a pas beaucoup évolué. Et on a ramené les kilowattheures consommés pour ce projet, avant, après, à ramener au nombre d'élèves. Ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, l'usage il a été considérablement augmenté. Et on voit qu'on a gagné, si on ramenait les nombres de kilowattheures par élève, à 942 kilowattheures. Donc on a un gain de 42% si on regarde uniquement sur le focus élève. Ce qu'on veut dire par là, c'est que on a beau avoir plein de bâtiments qui ont des performances énergétiques qui peuvent être accrues, si l'usage il est faible, on se retrouve forcément avec des consommations par usage qui peuvent être assez fortes. Aujourd'hui, on ne sait pas comment valoriser ces usages. Un bâtiment qui pourrait être utilisé, cette école qui pourrait être utilisée aussi le week-end pour d'autres usages, il n'est pas du tout considéré aujourd'hui dans la réglementation. Avec le calcul RT. Donc ça met en exergue qu'on a aussi travaillé ensemble sur toutes les surfaces, qui nous a permis de faire évoluer le ratio enfants par mètre carré. Oui, c'est ça. Les enfants occupent tous les bâtiments. On a travaillé donc beaucoup sur des simulations en amont, c'est ce qui nous amène sur cette coupe. Les simulations, je vous disais tout à l'heure, STD, FLJ, mais aussi toute la partie 3D qu'on a travaillé ensemble sur les passages de réseau, les intégrations, les différents choix structurels qui ont pu être un peu variantés. Dans le projet, donc, on est aujourd'hui en double flux, donc il y a quelques réseaux à faire passer malgré tout. Hein, il y a un petit peu de gaine, donc on a croisé tout ça avec des logiciels en travaillant en 3D. Je peux rajouter que ce qui est intéressant là, c'était que faut se souvenir que c'était en 2016, donc on n'était pas encore tous au taquet sur les maquettes BIM, et donc là c'est pas du tout, c'est un petit logiciel très simple, mais il a surtout, ouais, c'est ça. Il a surtout aidé le maître d'ouvrage à comprendre ce qui allait se passer dans son bâtiment, et c'est important, je trouve, de dire que certes il y a le travail de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais de toujours ramener le maître d'ouvrage au sein du projet, c'est ce qui compte le plus pour faire des choix judicieux. Donc je reviens sur le sujet de la santé. Donc on l'a abordé sur la partie confort visuel et confort hygrothermique. On a travaillé beaucoup la ventilation aussi, qui est pour nous un sujet très important, qui est, à mon sens, très mal pris en considération encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, il est considéré comme en réglementaire comme respirant beaucoup moins qu'un adulte. Sauf que quand on regarde les quantités de CO2 et le nombre de litres d'eau produits par heure, on voit qu'il y a quand même un écart avec un adulte. Le métabolisme de l'enfant est pour nous mal pris en considération dans cette réglementation qui est quand même un petit peu ancienne et qui aurait besoin d'être remise au goût du jour. Alors, on a avec nous des représentants de la DHUP, j'espère qu'ils ont entendu. Il vous reste 5 minutes. Très bien. Donc pour le projet, donc on est, ça ce sont les aspects réglementaires français, donc 15 mètres cubes pour les enfants. On est à 18 pour des lycéens. Le Code du travail nous dit 25. Et les salles de pratique, on est plutôt sur 45 mètres cubes. Notre projet, on l'a calé sur 20. On trouvait que c'était un juste équilibre entre des besoins et on s'est calé voilà, sur le référentiel danois.
En résumé des synthèses de performance, donc on a un bâtiment qui a quand même une performance malgré tout importante. On a fait sur l'enveloppe du bâti, on a fait un gain de 20% au global sur ces parties déperditives, sachant que le sol, on ne pouvait pas le traiter, donc c'est lui une déperdition assez importante. Et on a gagné 38% sur le calcul CEP, sans intégrer le quotient, le ratio occupation à l'intérieur de ce calcul, bien évidemment. On a regardé aussi la température de surchauffe, qui est inférieure, qui est de 0,15% au-dessus de 28 degrés en occupation. On a remplacé les chaufferies, ça c'était pas au programme, mais on a remplacé les chaufferies fuel par des chaufferies bois qui aussi ont repris un autre bâtiment qui n'était pas dans le projet et qui demain va aussi raccorder encore un autre bâtiment dans une parcelle voisine. On a une grosse chaufferie bois, radiateur eau chaude, ventilation double flux, on en a parlé. Il n'y en a plus, si, il y en a d'autres. Ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est que ce projet il a abouti sur des pistes qui n'étaient pas du tout programmées au départ, mais on a eu un maître d'ouvrage qui nous a permis de nous faciliter les études et d'aller vers là où il nous semblait être bon d'aller, sur notamment ces sujets de santé et pas que de la rénovation énergétique. Et on voit que dans tout le travail que l'on a, tout le travail itératif que l'on a avec ce maître d'ouvrage, si on n'est pas sur une conception collaborative dès le départ avec eux et avec les entreprises, forcément on pourrait être bloqué sur la gestion de chantier derrière. Si on travaille qu'en silo les uns derrière les autres, on n'y arrivera pas forcément, tout en gardant aussi... On a mis aussi en avant la partie chantier propre qui est très importante. Oui, parce que c'était évidemment des travaux en site occupé pour un chantier qui a duré 2 ans. Et par rapport aux 3 vignettes qui sont à gauche, je trouve qu'ils correspondent bien au volet études. Moi, j'aimerais rebondir sur réappliquer ces 3 vignettes-là à la passation du bâtiment quand on a fini le chantier et qu'on le remet au maître d'ouvrage. C'est super important alors déjà en amont évidemment d'avoir travaillé en termes de pédagogie sur ce qui est mis en place, sur les choix qui sont faits en termes de qualité de matériaux. Après, de travailler avec les équipes techniques, pour que tout ça fonctionne, tout ce qu'on met en place fonctionne à long terme, on va dire sur 50 ans encore. Il faut travailler aussi avec les équipes techniques. Pourquoi est-ce que c'est judicieux de mettre une chaudière bois ? Si ça sert à rien, s'il n'y a pas localement des choses pour alimenter la chaudière, c'est pas la peine d'y penser. Et après, de faire la passation sur la maintenance, parce qu'il faut évidemment que les usagers et les équipes de maintenance sachent entretenir ce qui a été mis en place. Je pense notamment aux ventilations double flux ou aux chaudières qui sont bien particulières. Voilà, c'est bon. Merci.